Bienvenue à cette nouvelle conférence. En sortir victorieux sans se battre. Il y a une opposition, une injustice, et tout de suite la réaction est « il faut se battre contre ». Avec des victoires, des échecs, des retours en arrière, et si nous expérimentions un autre chemin, à l'image des maîtres d'arts martiaux qui considèrent comme un échec lorsqu'ils ont à se battre. Ça demande de relever le regard, de nous élever d'un pas. Voyons cela. Pendant tout un temps, on a à se battre. Les femmes auraient-elles obtenu le droit de vote sans lutte? C'est pas certain. Les femmes iraniennes ont un courage, un combat remarquable actuellement, par exemple. Il paraît nécessaire de se battre face à une dictature, face à un patriarcat social ou familial, ou à un matriarcat, une mère possessive, par exemple. Bon, c'est ce qui se passe pendant l'adolescence. On a à se révolter pour se détacher, pour sortir du moule familial. C'est une étape nécessaire. Cela correspond à la période de conscience de dépendance, individuelle ou collective. Pendant tout un temps dans l'évolution, on est en conscience de dépendance. C'est l'image des peuples premiers, par exemple, qui sont proches de la nature, qui sont en harmonie avec elle, en union avec elle. Ils se réfèrent à un chef, aux sorciers, aux anciens. Et puis, à un niveau individuel, c'est l'étape de l'enfant qui est dans son cocon familial, qui est dans sa famille et qui est en dépendance, qui est protégé, qui a l'autorité des parents qui l'entourent. Au départ, il y a une phase d'harmonie dans ces situations, harmonie avec la nature, harmonie dans la famille. Et puis après, on est à cheval avec une autre phase de conscience, la conscience d'indépendance. Il y a une charnière, une transition entre les deux, une zone de chevauchement. Et là, pour sortir de la conscience de dépendance, eh bien, il est souvent nécessaire de se battre, de conquérir, d'affirmer la conscience individuelle, la conscience d'indépendance. En fait, il s'agit d'une extériorisation du combat en nous, qui se joue en nous, qui est souvent inconscient. On est dans une dualité, on est dans un conflit entre ces deux étapes. Être sous les commandements d'un père, d'une mère, sous le commandement d'un chef, d'un responsable religieux, ou alors s'affirmer, affirmer son individualité, sa personnalité. Ce sont deux étapes et deux attitudes bien différentes. C'est une dualité qui amène des conflits en nous, qui amène des combats. C'est ce que l'on rencontre à l'extérieur, ce qui se manifeste à l'extérieur dans ces luttes que l'on a à mener extérieurement. C'est un conflit entre le petit moi, on peut dire, c'est-à-dire nos plans de conscience physique, émotionnelle, mentale, qui ont leur vie propre, qui ont chacun leur désir, leur tension pour obtenir ce qu'ils ont envie. Un conflit entre ce petit moi, constitué par les trois plans de personnalité, et puis la personnalité elle-même, qui est chargée de regrouper ces trois plans, de les harmoniser, de les unir, et d'avoir une fonction créatrice à partir de là. La personnalité est fondamentalement créatrice. Ce sont deux plans différents en nous et on est dans cette étape de chevauchement entre la conscience de dépendance et la conscience d'indépendance. On est en conflit entre ces deux parties en nous-mêmes. C'est la construction progressive de la personnalité, de l'individualisation. Quand on est en conscience d'indépendance, qui caractérise grandement notre société, longuement, il y a des compétitions avec les autres. C'est devenir le plus fort, devenir le champion. Il y a les gagnants, les perdants. On cherche à avoir plus. On cherche à avoir pour être dans cette période d'indépendance. Et on est largement le combattant, le soldat qui se bat, qui
jour après jour, mène ses combats quotidiens. On arrive, quand on est sorti de la zone de chevauchement, à une phase de pause harmonieuse, qui est la période où la personnalité est bien affirmée, où elle est forte, épanouie. Dans la symbolique d'évolution du zodiaque, ça correspond au signe du lion, qui est fort, qui est bien uni avec lui-même, qui est à l'aise et épanoui dans son monde, qui est arrivé au centre de son monde, voilà, qui est le chef de famille ou qui est le chef d'une entreprise, qui rayonne autour de lui sa maîtrise, sa force, sa puissance d'être. C'est une pose harmonieuse, c'est la personnalité qui est bien affirmée et épanouie. Tout au cours de l'évolution, l'être humain évolue beaucoup en développant l'harmonie par le conflit. On le retrouve très souvent sur notre chemin d'évolution. Le règne humain est le 4e, en relation avec le 4e rayon de la science des 7 rayons d'Alice Bailey, qui est justement l'harmonie par le conflit. Le règne minéral est en relation avec le 7e rayon de structure d'agencement, le règne végétal avec le 6e, d'idéalisme, dévouement, l'animal avec le 5e, d'intelligence concrète, et le règne humain est en relation avec le 4e rayon, l'harmonie par le conflit. C'est largement notre mode d'évolution. On rencontre des oppositions et on évolue en cherchant l'harmonie entre ces parties différentes en nous, ces attitudes différentes que l'on rencontre à l'extérieur. Progressivement, on arrive de plus en plus à une harmonie et on a appris à travers cela. Quand il n'y a pas de problème, il est rare qu'on cherche une solution et il est rare qu'on trouve des solutions. On a tendance à s'endormir, à se reposer. On évolue beaucoup par ces conflits intérieurs ou extérieurs. C'est l'image de l'Europe qui se construit beaucoup comme ça. Un de ses créateurs, Jean Monnet, prévoyait bien la situation. Il a dit, dès le départ, donc dès la construction de cette communauté européenne, l'Europe se fera par les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. C'est bien ce qui se passe. La communauté européenne a évolué à travers un certain nombre de crises, certaines récentes. L'être humain évolue beaucoup comme ça, par l'harmonie, par le conflit, et également par la loi de cause à effet. C'est son mode d'évolution individuelle et également collective. Souvent, nous souhaitons la paix. En fait, ça recouvre souvent la tranquillité que l'on recherche. C'est un petit peu se mettre la tête dans le sable, parce que quelle paix peut-il y avoir tant qu'il y a des inégalités flagrantes, des injustices entre les individus, entre les pays. Ce sont des violences, ce sont des formes de conflit, ce ne sont pas des paix réelles. Pour aller vers une paix réelle, ça passe par de justes relations, par la reconnaissance de l'autre, de sa réalité profonde. Là, on arrive à un stade de paix réelle, effective. Donc, il est important sur notre chemin de plus en plus d'accueillir le conflit, d'apprendre à l'accueillir. On avait développé ça dans la conférence « Accueillir le conflit pour aimer ». Ça demande un détachement des avoirs, des formes extérieures qui manifestent notre existence. Ça enseigne le détachement et accueillir le conflit est un outil de progression de la conscience important. Progressivement, on développe ce muscle qui permet d'accueillir de plus en plus le conflit. Mais alors, si le conflit est aussi fondamental, peut-on éviter le combat? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se battre?
Le conflit n'est pas forcément un combat. Il y a une autre façon d'en sortir victorieux. En évolution, la pente de la courbe s'inverse, on remonte. Il y a une inversion de pente, une inversion que l'on retrouve un peu partout, qui était combat en involution, devient accueil, devient compréhension, inclusion. On intègre le conflit, les deux parties en nous en présence. Ce que nous combattons à l'extérieur est en fait un défaut que nous ne voulons pas voir, que nous rejetons. Et de plus en plus, on le met à la lumière de notre être profond, notre âme. On le fait dialoguer avec les autres parties en nous-mêmes. On fait se rencontrer cela. Et progressivement, on se connaît mieux, on se rencontre plus, on est plus ouvert et on évolue, on avance. On sort de l'opposition partiale aux autres, à des idées que l'on ne partage pas a priori. On sort des relations de pouvoir ou au contraire de soumission, de victimisation. Et on va de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, vers de justes relations. Des relations équilibrées, des relations où on reconnaît vraiment nous-mêmes et l'autre. Et de plus en plus, on passe de la conscience individuelle à la conscience collective. Troisième étape de la courbe d'évolution. On passe de plus en plus du moi au nous. Sur ce chemin, on lâche progressivement les armes. Les travaux d'Hercule en donnent une image intéressante de ce point de vue-là. Déjà, le travail d'extermination du lion de Némée par Hercule, qui correspond au signe du lion, selon Alice Bailey. Il avait toutes les armes que les dieux lui avaient construites et offertes. Et en fait, il part pour combattre le lion avec juste son arc et sa massue. L'arc, les flèches représentent beaucoup l'aspiration en nous-mêmes. La massue, c'était sa force personnelle, sa volonté personnelle. Or, les flèches qu'il tire sur le lion n'ont aucun effet. Et puis sa massue, au premier coup, ébranle un petit peu le lion, mais elle se casse tout de suite. Elle est inefficace également. Et il finira par vaincre le lion en l'étranglant, en le privant de l'air. Le lion représente beaucoup sa volonté personnelle et c'est en allant vers une volonté supérieure et en restreignant notre volonté personnelle, en la privant d'air, que l'on arrive à vaincre ce lion de Némée en nous-mêmes. Plus tard, dans la symbolique du zodiaque, en correspondance avec le signe du Scorpion, Hercule rencontre la destruction de l'hydre de Lerne, avec ses 9 têtes qui représentent les défauts que nous avons en nous, les différents défauts, les différentes mémoires douloureuses et négatives. Et là, avec son épée, Hercule commence par couper les têtes. Et on l'avait prévenu, à chaque fois qu'il coupe une tête, elle repousse en double. C'est clairement pas la solution. Tant qu'on combat quelque chose au même niveau, combattre renforce l'opposition, renforce le défaut. Ça, c'est une règle importante. Il y a une continuité entre la qualité et le défaut. Un défaut, c'est une qualité amenée au niveau personnel, amenée au niveau séparateur, où on est soit en opposition aux autres, en différence avec les autres. Et là, les qualités à ce niveau-là deviennent défauts, s'inversent, comme je disais tout à l'heure. Entre involution et évolution, il y a une inversion qui est qualité essentielle au niveau personnel, involutif, où on est un soi séparé, cela devient un défaut. Donc quand on combat un défaut, on lui apporte notre énergie, on le renforce. Il ne s'agit pas d'exterminer le défaut,
Il s'agit de remonter à la qualité qui est sa source. C'est comme ça que l'on arrive à dépasser une attitude négative. Donc ce n'est pas en combattant les défauts, en coupant les têtes que Hercule va venir à bout de l'hydre de Lerne. Il va finalement trouver la solution en s'agenouillant, en élevant, en prenant l'hydre de Lerne par les pieds et en la soulevant. Là, elle s'élève au-dessus de la brume qu'il y a dans le marais où elle vit. Pour la première fois, elle accède au soleil, à la lumière du soleil, et rapidement, elle se dessèche, elle perd son énergie et elle finit par être vaincue. C'est de cette façon-là qu'Hercule arrive à bout de l'hydre de Lerne. Sinon, une qualité, par exemple l'amour, au niveau personnel, devient un défaut par la continuité entre les deux. Au niveau personnel, ça devient l'attachement, la possessivité, la jalousie. Ça peut aller jusqu'au crime passionnel. C'est une qualité essentielle qui est devenue défaut en descendant sur le plan personnel. Donc là, plus on développe la conscience collective, eh bien on n'est plus le soldat combattant, on devient le guerrier pacifique, le guerrier de lumière, qui cherche à ne pas se battre comme les maîtres d'arts martiaux. J'ai pratiqué pendant un temps l'aïkido et c'est le principe. Il s'agit d'accueillir l'énergie de la personne qui nous agresse, de la recevoir, de la détourner, et en utilisant cette énergie, on le met hors d'état de nuire. On récupère son énergie en sortant victorieux. Le guerrier, il est entre la combativité et la lâcheté. Il ne s'agit pas bien sûr de fuir le combat, il s'agit d'avoir une position intermédiaire au milieu entre les deux, faire face sans agressivité, en étant avec l'autre, relié à l'autre. Alors que dans la vie quotidienne, on a la réaction de se battre. Qu'est-ce que je peux faire contre? Comment amener une évolution contre cela? On peut voir que l'on se bat pour deux raisons essentielles. On se bat pour un intérêt personnel, pour nos biens, pour ce qu'on aime, pour nous. Par exemple, une rivalité professionnelle. On va se battre pour nos avantages personnels. Et là, le guerrier, il cherche à passer au-dessus de ça. Il s'oriente de plus en plus vers le bien commun, vers le bien collectif. Ça suppose passer au-dessus de résistance en nous. Ça s'oppose à notre intérêt personnel quelquefois, mais en fait, c'est le bénéfice de chacun en cultivant le bien collectif. C'est l'avantage en définitive de tout le monde de cultiver le bien commun. Et une deuxième raison pour laquelle on se bat souvent, c'est pour des idéaux, c'est pour des opinions. On ne se bat pas pour une idée. Une idée, c'est froid, c'est sans passion. L'idée de la gravitation universelle, bon, c'est froid. La Terre qui tourne autour du Soleil, ça a été au Moyen-Âge un idéal à un moment, et il y a eu des combats autour de ça. Copernic et Galilée en ont su quelque chose, mais au niveau de l'idée auquel on est arrivé maintenant, c'est un fait, c'est une réalité objective, et c'est sans passion. Mais une idée, pour se manifester, pour se concrétiser, a besoin de descendre sur le plan émotionnel et de devenir un idéal. Et là, au niveau émotionnel, il y a tout de suite l'opposition. Je suis pour, je suis contre. On est tout de suite dans cette dualité. La justice, la liberté, ce sont de beaux idéaux. On est pour, on est contre. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. On est au niveau émotionnel et donc là, les réactions, les opinions sont vite opposées. Et si l'idéal qui représente le mieux l'idée finit par dominer,
eh bien, l'idée finit par se manifester dans le monde par des règles, par des mesures, comme l'idée d'Europe qu'avait eu même Victor Hugo à son époque, a fini par se concrétiser à travers des luttes, à travers des conflits d'idéaux, jusqu'à se concrétiser réellement dans notre existence de tous les jours. Donc, dans ces rencontres d'idées opposées, d'opinions opposées, il va falloir chercher à remonter à l'idée, à la source de ces opinions, de ces idéaux. Par le discernement, par la méditation, on va pouvoir l'expérimenter juste après, on va pouvoir remonter des idéaux à l'idée, de façon à ce que sur le plan émotionnel, les opinions, les idéaux manifestent le plus exactement possible l'idée de base et qu'elle puisse se manifester positivement dans la réalité après. Par exemple, l'idée de liberté, on pourra travailler ça en méditation. Eh bien déjà, on peut réfléchir, qu'est-ce que la liberté ? Est-ce qu'elle s'arrête ou commence celle des autres ? À quoi sert la liberté ? C'est une façon de remonter au niveau mental et d'arriver à une vision plus froide, plus paisible d'une idée comme cela. Et on peut arriver à voir que la liberté, c'est peut-être finalement quelque chose comme connaître et respecter les lois, tenir sa place dans le monde, dans l'ordre collectif du monde. Et là, le guerrier, il arrive à être ni pour ni contre. Il cherche à ne pas être partial comme ça, à ne pas prendre parti, en relativisant, en se détachant, en renonçant à être un héros que l'on aime bien lorsqu'on est soldat. On aime bien se voir comme un héros, être vu, avoir la gloire du héros. Non, au niveau guerrier, on renonce à cela, pour nous-mêmes et par rapport aux autres. Et on s'élève de plus en plus au-dessus des émotions, au-dessus des réactions personnelles et séparatrices. À l'inverse, le guerrier cultive 3 éléments fondamentaux, l'unité, le nous avec les autres et l'innocuité. Donc déjà l'unité, sur le chemin, on avance de plus en plus vers la conscience collective et on développe de plus en plus l'unité. Déjà par la bonne volonté, que l'on peut définir par rechercher ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. Première étape d'avancer vers l'unité. Et au-delà, on arrive à voir l'unité au cœur des événements. Il y a un mantra qui dit « Puisse l'âme révéler l'amour qui gît sous les événements du temps ». L'amour pousse, fait des propositions d'expérience que l'on rencontre dans les événements, dans les circonstances individuelles et collectives, et progressivement, on apprend et on peut aller jusqu'à ce que l'amour, qui gît souvent longtemps sous les événements, puisse se révéler, puisse émerger à la vie consciente. C'est l'exemple d'une rupture qui peut être douloureuse, qui peut amener une crise, peut amener de grandes tensions en nous, et on dit plus d'une fois un mal pour un bien, ça peut se révéler finalement comme un apprentissage important et une étape importante d'existence. Peut-être que cette relation était arrivée à son extrémité, peut-être que l'on n'a pas voulu le voir, le sentir, et que l'on est prêt maintenant à un autre type de relation. Et l'être profond, l'âme, qui est conscience collective, qui est conscience d'unité, est la source des événements. Elle amène l'évolution progressive par des événements, par des rencontres, par des conflits. C'est comme cela qu'on avance. Harmonie par le conflit. Unité de plus en plus en passant par l'opposition, par le conflit. Un conflit, c'est pas la guerre, c'est pas le combat, c'est simplement une confrontation, une opposition
qui nous amène à chercher des solutions nouvelles, qui nous amène à nous remuer et à avancer pour trouver des solutions nouvelles. À partir de cette unité, le guerrier cultive le nous, percevoir l'affinité avec l'autre, avec l'extérieur. Ce que nous voyons à l'extérieur correspond aussi à une partie en nous, qui peut être une opposition, qui peut être une partie que nous ne voulons pas voir notre participation à ce qui nous confronte. Nous avons toujours une part qui nous appartient et les injustices, tous les problèmes que l'on peut avoir dans le monde, nous avons notre part, nous y participons sur un plan ou sur un autre. Si on rencontre l'agressivité, où sommes-nous agressifs? Peut-être pas sur le même plan, dans l'exemple d'une rivalité professionnelle par rapport à une rémunération, et on est confronté à un collègue qui cherche, qui est attaché à avoir plus d'argent. C'est pas forcément notre cas. Peut-être que nous cherchons à dominer plus intellectuellement, par exemple, plus mentalement, et en fait, ça peut se révéler plus puissant et potentiellement plus nocif qu'une rivalité sur le plan matériel. Donc, c'est en regardant ces participations que nous avons dans les problèmes que l'on peut évoluer nous-mêmes et faire évoluer autour de nous. C'est un chemin de service dans le monde. Et avec l'unité, le nous, eh bien le guerrier cultive l'innocuité, ne pas nuire, la non-violence. C'est un but fondamental pour le guerrier, c'est une qualité fondamentale que nous pouvons développer. Chercher à être dans l'innocuité, ce n'est pas évident, l'innocuité de nos actes, bien sûr, mais aussi de nos paroles. On peut faire très mal par les paroles, on le sait, et aussi par nos pensées, sur un plan plus subtil. Les pensées sont des énergies et elles peuvent faire du mal aux autres et à nous-mêmes en retour. Cultiver l'innocuité est une direction première d'avancée et de développement, d'évolution. Ne pas se battre en fait bien sûr partie, ça diminue la force de nos défauts et en retour ça diminue la combativité que l'on rencontre. De plus en plus on devient un créateur inoffensif, positif. On peut agir dans le monde, créer dans le monde, c'est le but et la nature même de la personnalité qui a construit et unifié le petit moi, c'est d'être créateur, un créateur que l'on souhaite positif, le plus inoffensif possible. Voilà, Alice Bailey donne pour tous les signes une phrase clé. Cette conférence est largement reliée au signe du Scorpion. Ce signe a pour phrase clé « Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille ». C'est l'âme qui parle, l'être profond en nous qui parle. L'âme est le guerrier, l'âme est victorieuse. Il ne s'agit pas de prendre la victoire à un niveau personnel, de fierté personnelle, voire d'orgueil. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est l'âme qui est victorieuse. Il ne s'agit pas non plus d'être le petit soldat de l'âme, de se battre pour l'âme, se battre pour l'amour, sans se rendre compte que c'est antinomique. L'amour, c'est en définitive l'unité. Se battre pour l'unité, c'est impossible, c'est contradictoire fondamentalement. Donc il ne s'agit pas d'être le petit soldat de l'âme. La personnalité devient le guerrier en s'unissant de plus en plus à l'âme, en se reconnaissant comme âme, en étant de plus en plus ancré dans l'unité, dans la conscience collective. Et là, eh bien, on sort victorieux des oppositions, triomphant, en intégrant l'apprentissage, la part d'ombre que l'on a pu rencontrer, et on en sort grandi, plus fort, et on révèle de plus en plus l'amour qui gît sous les événements du temps, les qualités, les valeurs de l'âme que nous sommes essentiellement. Voilà, eh bien, je vous propose un temps de méditation
pour intégrer cela et pour rechercher plus par rapport à la liberté. Qu'est-ce que la liberté essentiellement? Quelle est l'idée à la source de cette valeur? L'idée neutre, froide, sans passion, avec la force d'une idée, la puissance d'une idée, rencontrer en nous-mêmes cette qualité de liberté. Donc je vous propose de vous installer, de vous immobiliser, le dos droit de préférence. Vous pouvez prendre contact avec votre respiration. Amener un calme au niveau émotionnel. Vous pouvez fermer les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et nous allons nous élever au niveau du front, entre les sourcils, pour nous concentrer, pour nous rendre de plus en plus disponibles à ce temps de méditation. Nous pouvons nous aider de la respiration pour nous concentrer au niveau du front. Et le siège de notre personnalité. À ce niveau de personnalité, nous pouvons regarder comment nous sentons la liberté. À quel point elle est importante pour nous. Il se peut même que nous soyons prêts à nous battre pour la liberté. Mais nous pouvons voir également que nous avons des attachements que nous avons des conditionnements, des idées arrêtées, des opinions fixes. Alors nous allons nous élever un peu au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, qui est le siège de notre être profond, de notre âme. À ce niveau-là, nous sommes reliés aux autres.
Nous sommes reliés ensemble aux autres méditants. Et de proche en proche à tous les êtres humains. Nous sommes une étincelle dans la grande lumière de l'humanité. Notre être profond, qui est notre vrai moi, est un monde de qualité. Dans ce vrai moi, nous sommes liberté. C'est un état d'être. Entrons de plus en plus dans cet état de liberté. Devenons de plus en plus liberté. Il peut y avoir des contraintes extérieures, mais elles sont annexes. Elles n'affectent pas notre liberté profonde, intérieure. Nous sommes de plus en plus dans de justes relations. Libres par rapport aux autres. Et en laissant les autres libres, là de plus en plus nous sommes victorieux sur les attachements, sur les conditionnements.
De plus en plus, nous sommes victorieux sans nous battre. Et puis, nous allons revenir au niveau du front. Laissons diffuser tout ce qui a pu être contacté consciemment ou non dans cette conférence, dans cette méditation. Laissons diffuser cela en nous et autour de nous, dans le monde. En insistant sur l'expiration, laissons diffuser ce qui a pu être contacté en nous et autour de nous. Prenons un temps pour intégrer ce que nous avons trouvé dans cette conférence, dans cette méditation. Qu'est-ce que nous retenons particulièrement? Qu'est-ce que nous souhaitons cultiver, approfondir? Et puis, nous reprendrons contact avec notre corps, notre respiration, nos appuis, et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre contact avec le lieu autour de vous. Voilà, il peut être intéressant de renouveler la méditation. Ça peut être utile pour mieux sentir le processus et puis également ses qualités essentielles d'unité, de lumière, de liberté en nous, dans notre être réel. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.